Le président du Faso et la classe politique burkinabé fixent un canevas du dialogue pour trouver des solutions aux questions d'intérêt national. Blaise Compaoré a rencontré la majorité présidentielle et l'opposition politique ce matin. Et puis la 69e Assemblée générale de l'ONU évoque la question du développement entravé par les nombreuses crises à travers le monde. C'est le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale qui représente le président du Faso à cette tribune. Le Conseil de sécurité des Nations unies qui vient de voter ce mercredi 24 septembre à l'unanimité une résolution visant les djihadistes étrangers. Les gouvernements sont tenus de prévenir et d'empêcher le recrutement des individus à l'étranger. C'était au cours d'un Conseil de sécurité extraordinaire présidé par Barack Obama. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans ce journal. Bienvenue à tous et merci de votre attention. Direction le palais présidentiel et nous ouvrons ce journal par le carnet d'audience du président du Faso. Le chef de l'État a reçu dans la matinée le président de l'Assemblée nationale tchadienne. Présent à Ouagadougou dans le cadre de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, le docteur Haroun Kabadi est allé rendre une visite de courtoisie à Blaise Compaoré, occasion de parler de la coopération entre les deux pays. Ici, Sylvestre Da. Au palais de Kossiam, le président de l'Assemblée nationale du Tchad est venu rendre une visite de courtoisie et d'amitié au président du Faso. Haroun Kabadi et Blaise Compaoré ont à l'occasion parlé coopération entre le Tchad et le Burkina Faso. Entre les deux pays, vous savez, nous avons signé des accords datant de plusieurs années. Et la commission mixte Tchad-Burkina va se réunir d'ici 2015 pour essayer de plancher sur l'ensemble de ces questions, que ce soit des questions de sécurité, des questions de désertification ou bien de développement durable dans leur ensemble. Je pense que les deux gouvernements vont pouvoir s'évertuer à examiner l'ensemble de ces thématiques-là. De la crise malienne, il en a été également question au cours de cette audience. Nous avons évidemment parlé de la situation au Mali, mais surtout des pertes que nous avons subies, des pertes du côté du Burkina Faso et du Tchad. Mais nous pensons que nous devons apporter tout notre soutien au peuple malien, au gouvernement malien, pour trouver des solutions, en tout cas, aux problèmes des djihadistes et des narcotrafiquants. Mais surtout que le dialogue puisse s'instaurer afin que les Maliens trouvent une solution, en tout cas en leur sein. Le chef du Parlement tchadien est présent au Burkina sur l'invitation de son homologue burkinabé à l'occasion de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale du Burkina. Une action de plus qui participe du renforcement des liens séculaires entre les deux pays. Le président du Faso a aussi rencontré les représentants de la majorité présidentielle et l'opposition politique, et cela 2 jours après avoir appelé la classe politique burkinabé à instaurer le dialogue pour trouver des solutions aux questions d'intérêt national. Les discussions ne sont pas véritablement lancées puisqu'il s'agissait de planter le décor et de fixer un canevas du dialogue. Godefroy Bazier. Les délégations de la majorité et de l'opposition étaient composées chacune d'une dizaine de membres pour cette première rencontre commune avec le président du Faso. Elle a donné l'occasion à Blaise Compaoré de lancer le dialogue qui se déroule sous son égide. D'ores et déjà, cette première concertation a permis de désigner 2 coprésidents, Zéphirin Diabré et Assimi Kwanda. Faisant suite à la réunion qui a eu lieu ici avec l'opposition et la majorité de manière séparée mardi dernier plutôt, le président du Faso donc a réuni maintenant cette fois-ci l'opposition et la majorité dans une même salle. Il a réexpliqué les objectifs qu'il poursuivait d'instaurer un dialogue politique entre les deux camps et il s'est retiré, nous laissant maintenant le soin de nous organiser pour ce dialogue. Les discussions n'ont pas véritablement commencé car l'opposition estime qu'il faut régler un certain nombre de préalables avant de lancer la concertation. Alors, un dialogue, c'est sans doute des questions qu'on discute, mais c'est d'abord un accord sur la manière même de l'organiser. Donc nous avons échangé sur la manière d'organiser le dialogue pour nous assurer qu'il puisse aboutir aux résultats escomptés. Cette discussion-là, qui a eu lieu dans la salle, va se poursuivre par des séances de travail confiées à certains membres de délégation. Et lundi, nous reverrons ici maintenant pour prendre connaissance un peu de ces différents points-là, avant de rentrer vraiment
dans le vif des sujets à discuter. Mais ce sont des préalables qui sont indispensables et nécessaires à éclaircir. Poursuit, le dialogue entre la classe politique burkinabé a pris son envol et toutes les parties qui se retrouvent lundi prochain ont montré leur disponibilité à aller au consensus pour la paix et la stabilité du Burkina. Et hier, dans la soirée, le Front républicain faisait aux hommes de médias sa lecture de la rencontre du 23 septembre dernier entre le président du Faso, avec le président du Faso bien sûr, et cela à l'issue d'une assemblée générale qui s'est tenue le matin. La coalition qui par ailleurs enregistre 4 nouveaux partis politiques. Maxime Zongo. En première ligne pour l'animation de cette conférence de presse, les deux co-présidents. À la question de savoir si leurs lits ont bougé à l'issue de ces entretiens, les premiers responsables du Front républicain estiment qu'il est trop tôt pour prendre des positions. Il nous fallait prioritairement faire le point. Que chaque délégation dise, vous avez rencontré le président du Faso, qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui va se faire d'ici demain? Nous avons rendu compte. Maintenant, nous attendons la suite. Parce que le président aussi a écouté les uns et les autres. Et nous attendons la suite des événements. Après avoir entendu la majorité présidentielle, après avoir écouté les CFOR et le Front républicain, il y a une série de rencontres qui va s'engager. Et nous allons savoir sur quoi ce dialogue va porter. Après quoi, nous allons nous retrouver maintenant, chacun à son niveau, pour faire des propositions. Le Front républicain qui se réjouit de l'ouverture de ce dialogue politique qu'ils avaient du reste souhaité reste optimiste et croit fermement à un aboutissement heureux pour peu que les acteurs demeurent dans un esprit positif. Le fait même de pouvoir se mettre dans un même cadre est, me semble-t-il, déjà un pas très positif. Et ce que l'on souhaite, c'est que, à ce niveau-là, effectivement, les acteurs politiques aillent au-delà pour voir l'intérêt national. Commentant la vie interne du Front, Herman Yamiogo de porter à la connaissance de la presse de l'adhésion en leur sein de 4 nouveaux partis. Le RDP de Thibaut Nana, le PRDF de Zakaria Sorogo, le RDPF de Mamadi Tamboura et le PARI de Richard Tondé. Avec ces nouvelles adhésions, le Front républicain a indiqué Herman Yamiogo compte à ce jour 52 formations politiques dont 25 de la majorité et 27 de l'opposition. L'autre Burkina, Parti pour le socialisme et la refondation, poursuit la mobilisation de ses militants et sympathisants à travers le pays. Le bureau politique provincial du parti du docteur dans le Nayala a été installé dimanche dernier avec pour mission de travailler au rayonnement du parti dans cette zone. C'était l'occasion de présenter les idéaux de l'autre Burkina qui fait ses premiers pas dans la province. Francis Tien. L'autre Burkina, Parti pour le socialisme et la refondation, est à la conquête du Nayala. Le parti du docteur Alain Zoubga dispose désormais d'un bureau provincial à Toma. Pour le parti, c'est le début d'un combat politique dans le Nayala. C'est maintenant que le travail commence et les soucis commencent. Mais c'est la conviction profonde que dorénavant, on ne peut pas oublier l'autre Burkina ici. Fort d'une vingtaine de membres, le nouveau bureau s'est engagé à maintenir le flambeau du parti allumé. Nous aussi, on va se battre pour mobiliser des gens et puis travailler ensemble et puis main dans main pour lutter pour que le parti soit bien planté dans le Nayala. Le docteur Alain Zoubga a aussi profité du baptême de feu de sa formation politique dans le Nayala pour communiquer la position de l'autre Burkina sur le référendum. Nous sommes pour le référendum. Parce que le référendum, c'est le moyen pour nous départager. On ne s'entend pas, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le peuple qui doit venir nous départager. Selon Alain Zoubga, son parti donnera une consigne de vote au moment opportun à ses militants. Les représentants des anciens, des femmes et des jeunes ont tous affirmé leur détermination et engagement à accompagner l'autre Burkina dans sa quête de changement.
Nous nous rendons maintenant à New York pour la 69e Assemblée générale des Nations unies qui consacre une session à la problématique du développement. Les débats se sont surtout focalisés sur les nombreuses crises qui jalonnent le monde, des crises déplorées par de nombreuses délégations et dont certaines ont été vigoureusement dénoncées par le président américain. C'est le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale qui représente le président du Faso à cette Assemblée générale de l'ONU. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à New York, Urbain Benito Somé, Alfred Nikema. Réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement après 2015, c'est sous ce thème que s'est ouvert le débat général de la 69e Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Les délégations des 193 États membres de l'organisation ont fait le déplacement de New York pour donner de la voix sur des sujets intéressant la communauté internationale, notamment des questions d'actualité et les crises qui sévissent dans de nombreuses régions du monde. Le Burkina Faso est représenté par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale, Djibril Yépene Bassolé. Il devra user de son droit de parole pour donner le point de vue du Burkina Faso sur des questions d'actualité internationale, africaine et sous-régionale. Le président américain a, dans une longue intervention, affirmé que la planète se trouvait à une période charnière entre la guerre et la paix. Barack Obama s'est engagé à mener une coalition pour démanteler ce qu'il a appelé le réseau de la mort de l'État islamique. Il a imploré les musulmans du Moyen-Orient pour qu'ils rejettent l'idéologie ayant donné naissance au groupe comme l'État islamique et de mettre fin au financement ayant permis à ce groupe et à bien d'autres de prendre leur envol. Barack Obama s'en est aussi pris à la Russie qui l'accuse d'avoir envoyé des armes aux séparatistes pro-Kremlin et de refuser l'accès au site de l'écrasement de l'avion civil supposé avoir été abattu par un missile. Il a appelé les jeunes Européens à ne plus rejoindre les rangs de l'État islamique, à quitter le champ de bataille tant qu'ils le peuvent. Le secrétaire général de l'ONU s'est lui aussi appesanti sur la multitude de crises et prôné l'unité d'action pour venir à bout de tous les maux qui tendent à annihiler les efforts de développement. Et au Burkina Faso, le programme pays de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel a été lancé pour soutenir les secteurs productifs à fort potentiel de croissance. Le programme de coopération entre le Burkina Faso et l'ONUDI a pour ambition de booster le développement durable inclusif au Faso. Adama Koulibaly. Le programme pays mis en place par l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel ONUDI vise avant tout à générer un développement industriel inclusif et durable au Burkina Faso. Les différentes activités inscrites dans ce projet à fort potentiel de croissance devraient aboutir à une transition vers un pays industrialisé. Les retombées, c'est que nous avons inclus dans ce programme pays des activités ou des projets à fort potentiel et à retour d'investissement, tant sur le plan financier, mais aussi sur le plan de la création de l'emploi au niveau du Burkina Faso, ou de la réduction de la consommation vraiment de l'énergie, notamment vraiment sur le bois de chauffe, etc. Donc la préservation de l'environnement. Donc je pense que c'est un programme qui est très très important, qui va permettre d'aller vers l'industrialisation de notre pays et d'élaborer la stratégie nationale d'industrialisation qui est contenue dans notre politique sectorielle de l'industrie du commerce et de l'artisanat actuellement. Ce programme a été signé lors de la 5e conférence ministérielle des pays les moins avancés qui s'est tenue en décembre 2013 à Lima, au Pérou. Le programme pays comprend plusieurs composantes stratégiques qui concourent à la réduction de la pauvreté, et cela grâce à des activités productives, au renforcement du secteur privé et à la promotion des solutions énergétiques renouvelables. Ce sera un programme qui sera axé sur une base de chaîne de valeur agro-industrielle qui sera plus ou moins le chapeau du programme. Et donc les autres composantes viendront en appui au développement des chaînes de valeur qui ont été retenues, notamment la filière viande, la filière sésame et la filière karité. À travers l'emploi jeune, les femmes aussi, nous voudrions renforcer justement ces chaînes de valeur et surtout les goulots d'étranglement et les segments qui ont une capacité d'absorption de nouvelles entreprises. Les activités de communication de l'ONUDI ont un coût global d'environ 5 milliards de francs CFA pour une durée d'exécution de 3 ans. Et au rendez-vous du point de presse du gouvernement ce matin, il a été question de la réglementation du commerce au Burkina Faso et de la qualité des produits de grande consommation. Des questions liées à la sécurité ont également été posées par les journalistes aux membres du gouvernement. Le résumé des échanges avec Touaboum Evelyne Dabiri.
Le premier sujet abordé lors de ce point de presse du gouvernement est celui relatif au contrôle des prix et à la qualité des produits importés. Certains commerçants ont écopé de sanctions pour fraude, mais le mal demeure. Le ministre a alors interpellé tous les commerçants. Le Burkina ne peut pas être le dépotoir des autres pays. Le Burkina doit travailler aussi à protéger son économie, à protéger ses populations. Donc je rappelle que les opérateurs économiques, les importateurs doivent s'adresser aux services concernés du ministère des Ressources animales et du ministère du Commerce pour avoir les documents appropriés et se soumettre à l'ensemble des contrôles au cordon douanier afin d'amener des produits irréprochables et les dédouaner dans les règles de l'art. Autre question abordée lors de ce point de presse est la question du report du CIAO. Le CIAO est une manifestation populaire, très populaire, et avec près de 400 000 visiteurs. Donc, les autorités n'ont pas voulu prendre le risque. Aujourd'hui, surtout que nous avons beaucoup de pays invités qui sont aussi des pays touchés par ce virus hémorragique Ebola. Il était difficile pour nous, dans des conditions pareilles, de ne pas envisager un report du salon, ce que nous allons faire avec l'autorisation des premières autorités de Burkina pour l'année prochaine. Outre ces 2 points, le ministre a rappelé que le guichet spécial des jeunes du secteur informel est en cours et verra sa mise en route incessamment. Après cette intervention, c'est Alain-Edouard Traoré, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui s'est prêté aux questions d'actualité, ayant notamment trait au braquage de plus en plus nombreux à Ouagadougou. C'est une interpellation, c'est un drame qui nous interpelle. Et je vous rassure que le gouvernement prend toutes les dispositions pour faire face à la situation. Bon, naturellement, vous faites le lien avec 2011 et avec un ensemble de choses. Et ça peut expliquer, je ne peux pas développer davantage à ce niveau. Et je dirais simplement que, quelle que soit la raison, le gouvernement est interpellé, nous devons faire quelque chose. Puis l'évocation de la commémoration du 11 décembre à Dédougou a été une occasion pour Alain-Edouard Traoré de féliciter tous les fils et filles de Dédougou qui travaillent à faire de cet événement une réussite. Et parlant d'insécurité, on apprend qu'un bus d'une compagnie de transport qui a quitté Dédougou pour Ouagadougou est tombé ce matin dans le piège de braqueurs à Tiogomoun, dans la commune de Tenado. L'agression a fait 1 mort et 2 blessés. Isaïe Parkouda est allé sur les lieux suivant son constat. Tiogomoun, village situé à près de 40 km de Koudougou, c'est ici que les coupeurs de route ont encore fait par le 2. Je suis quitté à Dédougou, 7h30. Je viens d'arriver ici, c'était en 8h comme ça. Quand je venais de voir 2 personnes, le premier c'était un qui est sorti. Il a un boubou, il a fait comme ça sa main. Donc il venait sur ma droite. Donc moi j'ai commencé à freiner. Je pensais que c'est un homme qui est un peu fou quoi. Quand j'ai freiné là, il a enlevé son fusil en même temps, il a commencé à tirer. J'ai dit ah ça là. Donc en même temps je vois un encore devant moi. Ils ont commencé à tirer. Donc j'ai commencé à tirer un peu. Ici quand j'ai tiré fini là, j'ai garé net. Il y a un qui a sauté devant moi. Il a venu me fusil devant moi comme ça. J'ai dit, il ne faut pas tirer, j'ai déjà garé. C'est que tu veux prendre. Donc il a pris le fusil, il a tiré devant moi. Donc j'ai coussé. Il a tiré encore. C'est son balle là qui est rentré dedans, allait tuer un monsieur. Informés de la situation, les forces de défense et de sécurité se sont déportées sur le lieu du drame. Des munitions ont été retrouvées et selon les caractéristiques de ces munitions, les bandits étaient dotés de plusieurs types d'armes. Pour l'instant, les enquêtes sont en cours. Et puis il y a quand même des patrouilles sur le lieu. Voilà. Pour l'instant, on ne peut pas en tout cas promettre et qu'on peut mettre la main sur les auteurs. Selon les passagers, c'est grâce à l'arrivée de plusieurs autres camions que les bandits ont pris la tangente. Ils n'ont rien emporté car ils n'ont pas eu le temps de fouiller le car. Les blessés ont été évacués au CHR de Koudougou pour soins d'urgence. Quant aux victimes décédées, il était électronicien auto de profession et est né en 1949 à Kiredina.
Et le Millennium Challenge et compte Burkina dans sa lancée de transfert des compétences dans le cadre des projets exécutés dans le cadre de la sécurisation foncière. Le MCA donne des outils pédagogiques aux communes bénéficiaires pour leur permettre de poursuivre les acquis du compact pour une gestion efficace du foncier rural. Ahamadou Lougué. Le compact américain a officiellement pris fin le 31 juillet dernier, après 6 années d'activité dans les domaines de l'agriculture, du désenclavement ou encore du foncier. Aujourd'hui, l'heure est au transfert des compétences aux collectivités en vue d'une pérennisation des acquis du programme. Ces acteurs réunis à Bobo-Dioulasso auront désormais pour mission de poursuivre les actions mises en œuvre par le MCA, notamment dans sa composante projet sécurisation foncière. Pratiquement les 47 communes d'intervention ont bénéficié d'un acquis important, notamment en termes de renforcement de capacité. Tous les agents des services fonciers ont été formés à l'ensemble de la procédure et qui également ont commencé même pratiquement à délivrer des attestations de position foncière déjà. La mise en œuvre du compact dans la sécurisation foncière a permis l'adoption d'une législation et d'une réglementation foncière adaptée au contexte du Burkina Faso. Et ces résultats obtenus ont été possibles grâce à l'accompagnement de tous ces acteurs, des acteurs issus de 47 communes pilotes. Je suis très optimiste, d'autant plus que nous avons reçu toutes les compétences nécessaires et toutes les formations qu'il fallait pour que nous puissions avoir un service foncier rural compétent, apte à faire le travail. Si on vous donne, il faut savoir prendre. Donc je leur demande d'appliquer, vraiment de suivre d'abord cet atelier et d'appliquer vraiment avec rigueur, en tout cas les principes qui vont être édictés pour que en tout cas, il n'y a pas de faille, dans la mesure où ils vont servir d'exemple pour l'ensemble des communes. Pour mener à bien leur mission, ces responsables des communes concernées seront dotés d'un ensemble d'outils indispensables au processus de la sécurisation foncière en milieu rural. La FAO, elle, se préoccupe de l'amélioration des ressources pastorales des réfugiés maliens et leurs hôtes dans le Sahel. Le projet d'urgence financé par la coopération suédoise a mené une série d'activités dans ce sens. À Tongomaël, c'est Bernard Diasso qui nous en parle. Une sensibilisation sur l'entretien des troupeaux, surtout en période de crise alimentaire, une formation des comités chargés de gérer les forages réalisés par la FAO dans la province du Soum et enfin une séance de vaccination d'animaux contre la pasteurellose, une maladie animale infectieuse et fréquente dans cette province, ont été les principales activités du jour. Le projet Osro BKF 301 Souhait a, selon son partenaire technique, réalisé 8 forages dans des zones de pâture à travers 4 communes de la province et offert 21 tonnes de tourteaux, 480 pierres à lécher au profit de 210 personnes qui ont bénéficié également d'animaux. La FAO mène beaucoup d'activités ici, notamment elle appuie les femmes dans l'octroi des petits ruminants. Et puis il y a notre jeune de pâture aussi qui a reçu 2 forages. Et vraiment on ne peut que les remercier beaucoup et surtout demander à ceux qui fassent beaucoup plus. La FAO intervient dans cette partie du Burkina depuis la crise alimentaire de 2009. C'est un geste salutaire parce qu'en réalité le projet a été initié parce que des projets qu'on avait exécutés avec les bénéficiaires, surtout les réfugiés, ils avaient émis le souhait d'avoir ces blocs multinutritionnels. On avait distribué des tourteaux et ils ont suggéré qu'on puisse associer des blocs multinutritionnels. C'est là le projet est venu en complément de ça. Donc je crois que la FAO a répondu, je dirais, de manière générale aux préoccupations de ces populations-là. Une opportunité pour les services techniques des ressources animales de prodiguer des conseils. J'essaie chaque fois de bien gérer les troupeaux parce que nous constatons qu'il y a beaucoup qui font l'élevage contemplatif. Et comme la FAO nous a donné les moyens pour sensibiliser les rations de stockage des animaux, nous allons profiter de votre micro pour dire d'éviter l'élevage contemplatif. Il n'a qu'à gérer un troupeau qui peut être vraiment fructueux pour eux-mêmes, pour la famille. Ça ne sert à rien d'avoir des centaines et des centaines d'animaux qui meurent et qu'on ne peut pas sauver.
Démarré en septembre 2013, le projet OSRO BKF 301 Souhait va prendre fin en septembre 2014 et son coût est estimé à 350 millions de nos francs. Vous pourrez désormais écouter la radio du Parlement sur la 89.7 FM. Les premières émissions ont été officiellement lancées hier en direct de l'Assemblée nationale. Témoins privilégiés de cet événement radiophonique majeur, les élus, le personnel de l'Assemblée nationale et bien sûr de nombreuses personnalités du monde des médias. Suivons l'ambiance à l'inauguration de la radio du Parlement avec Anna-Lucie Kéry. Je déclare officiellement lancé les programmes de la radio du Parlement. Désormais, les auditeurs de Ouagadougou et des localités situées à 70 km environ de la capitale pourront suivre l'actualité parlementaire, des émissions éducatives, des magazines et autres débats sur la 89.7. L'initiative a été saluée par les invités qui ont pris part au lancement de la radio du Parlement. Le président de l'Assemblée l'a bien compris, lui qui a mis au cœur de son action la communication. Donc cette radio, je pense, portera le plus loin possible la voix du Parlement. La LRP, comme le souhaitent les premiers responsables de l'Assemblée nationale, sera un espace ouvert aux parlementaires, à la société civile, aux institutions républicaines, en somme, aux citoyens. Nous sommes satisfaits de constater l'effectivité de cet outil de communication qui va permettre à l'Assemblée nationale de renforcer sa gouvernance et aussi nous permettre, nous, institutions sœurs, de participer à ce renforcement en faisant connaître nos missions. La radio du Parlement est aujourd'hui une réalité grâce à l'accompagnement de la République de Chine, Taïwan. J'encourage le président de l'Assemblée nationale à continuer son travail de réaliser la télévision du Parlement, parce que quand le Parlement interroge les membres du gouvernement, il peut laisser la population comprendre mieux ce qui se passe au Parlement. La 89.7, qui va remplir sa mission de service public en complémentarité avec les autres médias, contribuera à favoriser la circulation des idées, à même de consolider la démocratie. Nous allons utiliser tous les leviers possibles pour communiquer avec les citoyens. Notre démarche est une démarche pédagogique. C'est une démarche de citoyenneté. Dit qu'aucun Burkinabé ne doit rester au bord de la route dans notre marche vers la démocratie, dans notre marche vers le développement. C'est la considération pour tous les citoyens, quelles que soient les conditions. La visite des studios, de la télévision, de la radiodiffusion du Parlement entièrement équipée et de la salle des émetteurs a constitué les temps forts de la cérémonie de lancement de la radio. Et pour joindre l'utile à l'agréable, les invités ont assisté à la prestation d'artistes en attendant les prochains mois où le Parlement compte se doter de nouveaux équipements afin d'être en phase avec les grands enjeux technologiques, notamment la TNT, la télévision numérique de terre. La radiodiffusion qui ne fait que poursuivre la longue tradition orale qui a toujours caractérisé l'Afrique et du rôle des sources orales dans l'histoire générale de l'Afrique. Historiens, linguistes et hommes de culture en parlent à Ouagadougou. Ils sont venus de la sous-région pour faire le bilan des 50 ans de ce grand projet de l'histoire du continent africain et envisager l'avenir des cultures africaines. Yolande Lompo. Pour célébrer les noces d'or du patrimoine immatériel et faire l'état des lieux ainsi que des propositions en vue de donner des axes à la rédaction du 9e volume de l'histoire générale de l'Afrique. Le bureau de l'Union africaine chargé des questions orales a 50 ans d'existence. Ces professeurs d'histoire et de linguistique venus des 4 coins du continent vont rendre compte de la totalité de l'histoire en révisitant les 8 volumes qui ont été déjà écrits et proposer de nouvelles orientations aux futures recherches du Centre d'études linguistiques et historiques par tradition orale CELTO, basé à Niamey. Il y a 50 ans, le projet a été lancé par l'Union africaine avec l'UNESCO d'écrire l'histoire générale de l'Afrique par les Africains. L'Afrique est une tradition d'oralité, c'est-à-dire qu'en dehors des pays occidentaux où l'histoire s'écrit essentiellement par des documents écrits, en Afrique, il y a des sources orales, c'est-à-dire que notre histoire est transmise de manière orale de génération en génération. Et donc on ne peut pas écrire l'histoire de l'Afrique
si on ne recourt pas à cette manière de transmettre l'histoire. Le CELTO travaille à la reconstruction de la mémoire et de la conscience historique de l'Afrique et cette exposition en est la preuve. Selon ces chercheurs, les arts en Afrique sont une concrétisation de la parole et les sources orales permettent d'exhumer le passé des sociétés précoloniales d'Afrique subsaharienne. Et la ville de Kaya, elle peut à son tour envisager une urbanisation plus harmonieuse et plus moderne grâce à son schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Toute occupation de l'espace urbain doit être conforme à ce schéma. Les responsables du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme y tiennent et ils comptent sur les élus locaux et les services déconcentrés de l'État pour s'approprier cet outil. C'est 12 ans. Ce document est le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Kaya. Un outil de planification qui fixe les grandes orientations du développement de la capitale régionale du Centre-Nord. Ce schéma directeur organise la ville en plusieurs zones. Vous avez des zones d'habitation, vous avez la zone industrielle, vous avez la zone des universités et ainsi de suite. Donc ça permet de construire harmonieusement la ville, ça permet de loger les activités. Et ça permet effectivement qu'un secteur ne dérange pas un autre secteur et de voir venir là à un niveau de développement, l'agrandissement de la ville. L'élaboration du dit document a suivi une démarche participative jusqu'à son adoption en Conseil des ministres. À cette rencontre, il est question de vulgariser son contenu auprès des élus locaux et les services déconcentrés de l'État en vue d'une appropriation. Le schéma directeur fait partie donc des obligations contenues donc dans le code qui a fait l'objet d'une loi adoptée donc par l'Assemblée de doter toutes les communes du Burkina, urbaines et rurales, soit de schéma directeur ou de plan d'occupation des sols. Et le schéma directeur, comme j'ai dit, est nécessaire parce qu'il donne les grandes orientations sur la base d'enquêtes de terrain, d'études et d'entretien qui donnent à peu près l'orientation que les populations veulent donner de leur vie. Pour nous, c'était l'occasion de demander à nos sœurs et à nos frères de s'engager en tant qu'acteurs de développement dans la perspective d'utilisation d'un tel instrument si on veut vraiment avoir un développement cohérent, mais surtout un développement pertinent de notre zone. Pour la mise en œuvre de ce schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, un comité de suivi a été mis en place. Présidé par le gouverneur de la région, ce comité veillera au respect des orientations et des actions prévues par le schéma. Voilà pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes. À demain.